Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. OK, c'est parti pour le Mardi Gras. Aujourd'hui, en cette semaine de relâche, deuxième journée du mois de mars. My God, le changement de température par rapport à hier. Hier, on vous parlait, il mouillait. Et là, le front froid est passé. Puis bang, bang, c'est assez froid, merci. Pour les gens qui ont travaillé dehors, entre autres, on parle de moins 26 avec les vents. Tranquillement, pas vite, ça va se réchauffer. Demain, un peu plus chaud. Le reste de la semaine est quand même correct. C'est des températures du temps du mois de mars. On n'est pas dans le plus. On peut pas être dans le plus tout le temps. On est quand même le début mars, même si on s'en va tranquillement vers le printemps. Et la bonne nouvelle, ce que je vous dirais, toujours une bonne nouvelle, c'est que les patinoires vont avoir le temps de geler. Les employés des villes ou des différents comités de loisirs vont faire leur job. Et vous pourrez aller peut-être patiner en famille avec les enfants, faire quelques petites affaires. On a très peu de choses à faire, donc ça aurait été un peu plate de voir toutes les activités hivernales compromises par trop de pluie cette semaine. Donc, au moins, c'est plus froid. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est activité intérieure pour beaucoup, mais demain, ça devrait commencer à s'arranger. Jerry, t'es salué, mon ami. Yes, sir. Je pense que Pee-Wee est à la console aujourd'hui. Yes, toute la semaine, Jeff. Toute la semaine, donc welcome dans la famille, mon ami Pee-Wee. Quoi qu'hier, à un moment donné, t'étais là, puis Camille nous a fait une surprise. J'étais un peu mélangé. Oui. Hey, Jerry, Life is Good de ton bord. Merci d'avoir amené le soleil. T'avais le soleil de bonne heure ce matin à Beauport. T'étais le seul qui l'avait. Et, regarde, t'as tassé tous les nuages et t'as amené le soleil, la lumière avec nous autres. La lumière, à ce temps-ci de l'année, on sent qu'on s'en va vers quelque chose de le fun. On sent qu'on s'en va. Je sais que c'est fret, là. Mais on s'en va vers quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que je veux vous parler pour commencer? On aura Jonathan Hamel, parce que c'est Mardi Gras. Beaucoup de choses aujourd'hui. Mardi Gras, Jonathan Hamel dans quelques minutes. On a Régent Tremblay. On va parler de Carey Price avec Régent Tremblay. La question que j'ai pour Régent. Bon, est-ce que... plein de questions sur Carey Price. Plein de questions. Des gens allument les grands défenseurs, et c'est comme ça, hein, les gens tournent le dos souvent à quelqu'un, mais en tout cas, moi, je peux dire une chose, et j'en connais d'autres également qui ont le même point de vue sur Carey Price depuis une douzaine d'années, depuis qu'il est avec le Canadien. Mais là, on a des gens qui ont finalement viré le capot de barre sur Carey Price, et il y a un chroniqueur du New York Post qui a posé la question, est-ce que Carey Price mérite d'être élu au temple de la renommée de la NHL, du hockey, dans les prochaines années, avec ce qu'il nous a donné depuis le début de sa carrière? On va jaser de ça avec notre ami Reg. On a aussi on a Éric Duhem, on a le one-two punch à l'envers qu'on a fait il y a quelques minutes. Dom et moi, plein de sujets vont être abordés dans ce... Dom était en feu. Dom est en feu. En fait, Dom est en feu, point. Regarde, meilleur show de radio le matin, de loin. On est chanceux de l'avoir à Radio X. C'est Dom Moret et son équipe. Vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que t'as dans la boîte? Je veux pas t'oublier, Jerry, puis je sais que le temps va débouler rapidement, puis on va dire, Criff, on a encore sauté la boîte à Jerry, donc j'aime ça commencer peut-être le show avec une petite affaire, le fun. Qu'est-ce que t'as dans ta boîte pour nous changer les idées un peu? Juste un petit mot pour la service. La bière. Oui, la bière. Donc, il en reste un petit peu de la bière Fillion, la Fillion. Il en reste au monde des bières un peu à Le Bourgneuf et à Lévis. Mais la plupart des autres endroits, ça va être demain ou jeudi qu'ils vont avoir de la livraison. Mais il en reste. Ça, c'est en date de... quoi, il y a à peu près une heure. Là. Il en restait à Le Bourgneuf et à Lévis, au Monde des bières. Thank you pour l'info. Qu'est-ce que tu as de ton côté? Moi, j'ai des petites affaires aussi, le fun. Mais regarde, je te laisse piger dans ta boîte un peu. Ça, c'est une affaire drôle. Okay? C'est un genre de mélange patinage et c'est mon... Je déteste le patinage. Je sais, t'as eu ça. Je déteste le patinage. Je déteste ça. Tu sais, je t'avais dit, je pense qu'il y a une semaine ou deux, tu sais, j'avais parlé d'un vino, puis je disais, justement, c'était un merlot. Et je te disais, tu sais, le fameux film Sideways qui parle de vin, puis les deux gars qui partent sur une trotte, puis tout ça. Puis à un moment donné, dans le film, l'acteur Paul Giamatti, il dit... j'aime pas... C'est un acteur extraordinaire. C'est un bon acteur. Ceux qui aiment la série Billions, il est là-dedans, là, c'est... il est avec la district, avec le genre de district attorney, je sais pas trop. Et elle, dans le soir, son mari, elle le gère avec des coups de fouette. C'est quelque chose. Quel acteur? La face, c'est que jamais... Juste donner une idée, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des citations dans des films ou dans des séries qui fait des remous. Giamatti, dans le film Sideways, dit « Moi, je veux pas boire de Merlot. Du Merlot, c'est pas bon. » Ce qui s'est passé.
pendant, écoute, c'est un film de 2004, je pense, 2005, ce qui s'est passé pendant Baisse du Merlot. 3 ans, Jeff, les producteurs de Merlot américains du côté de la Californie ont bûché, même le monde ne voulait plus acheter de Merlot à cause de cette citation-là. Wow. Il y a plein d'exemples comme ça dans les films, dans les séries que... À un moment donné, ça accroche. On dirait qu'il y a quelque chose qui accroche. Il s'est passé quelque chose. Il y a une nouvelle série Netflix qui s'appelle Ginny and Georgia. Ça vient de sortir, ça fait quoi? Une semaine ou à peu près sur Netflix. C'est 2 filles. Je sais pas trop, j'ai pas toute l'histoire. Je vais peut-être regarder. Je pense que mes filles écoutent ça. Je pense que oui. Ouais. Ben, en tout cas, quand j'ouvre mon Netflix, c'est dans la continuité des choses que j'écoute puis que moi j'écoute pas. Je vois la bande-annonce passer. Donc, il y a quelqu'un dans la famille qui le regarde, c'est clair. Exactement. À date, je pense que ça fait une semaine ou 2 qu'il est sorti, puis à date, je pense que c'est ça. Je pense qu'il est assez populaire comme série, Ginny and Georgia. L'affaire, c'est que l'actrice principale dans la série, à un moment donné, elle discute avec sa mère, puis ils discutent de relations amoureuses. C'est la mère et sa fille. T'as peu. T'es-tu en train... Moi, j'ai un petit carton, hein? Oui. Et mon premier sujet sur le carton, c'est Taylor Swift. Ah oui, c'est là je m'en vais. Ben, cibole de cibole. On s'est même pas parlé. On s'est pas parlé. Non, on s'est pas parlé. On s'est pas parlé. Mais ce qui arrive, c'est que dans la série, OK, la jeune fille, la jeune parle avec sa mère de relations amoureuses. Et à un moment donné, sa mère a dit, en fin de compte, pourquoi tu t'es laissé toi puis ton chum, vous vous êtes laissés? En parlant à la fille. C'est la mère qui dit ça. Elle parle à sa fille. Pourquoi vous vous êtes laissés? La fille, elle répond à sa mère. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Elle dit toi-même, tu changes d'homme plus vite que Taylor Swift. Oui. Et là, Taylor Swift est insultée, là. Ben oui, elle est insultée, certain. Elle veut faire couper ça, là. Oui, elle veut le faire enlever dans la série. Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui est pas au courant de la vie amoureuse de Taylor Swift? Premièrement, c'est une vedette milliardaire. Oui. Deuxièmement, elle a bâti ses hits en parlant de ses relations difficiles avec les gars. Elle le fait elle-même. Et troisièmement, c'est une joke. Exact. Ben oui, c'est une joke. Tu peux pas épurer ça. Taylor Swift, autrement dit, c'est pas... Tu parles pas d'une jeune fille de 12, 13, 14 ans. Mais va plus loin. Oui. Qu'est-ce qui arrive que... Il y a certaines personnes, tu peux les insulter, puis, regarde, la diffamation est permise. Sur l'humour, tu peux aller le plus loin sans problème. Mais il y en a d'autres où tu peux rien. C'est ça qui devient dur à essayer de saisir. Si je peux rire de ci, si je peux rire de ça, si... OK, parfait. Donc, on peut rire. Donc, l'humour existe encore. Oh non, mais pas sur elle, pas sur lui. C'est ça. Je peux diffamer sur lui, ça, il n'y a pas de problème. Mais pas sur elle, mais pas lui. Exactement. C'est ça qui est invivable. Mais c'est ça qui... c'est dur à... C'est dur à décortiquer, c'est dur, on va dire, tu peux rire de telle personne, mais pas telle personne. Tu peux rire des maigres, mais tu peux pas rire des gros. On sait pas où qu'on s'en va. Mais Taylor Swift, c'est une vedette internationale. Comme tu dis, elle est milliardaire. Mais Taylor Swift, c'est sur des histoires de gars, là. Mais si on prend la cote, en tant que telle, tu changes de chum autant que Taylor Swift, mais ça, regarde, on va faire le tour, voir. As-tu eu des chums un peu? Ben, elle a eu 31 ans, Taylor Swift, il y a pas tellement longtemps. Son premier album, c'était en 2006. Donc, elle avait 17-18 ans, là, ouais. quand elle a commencé. Mais c'est là qu'elle s'est fait connaître. Donc, on va dire 18 ans. À 18 ans, c'est là que... Oh, peut-être un peu, là. Là, ils ont dit, oh oui, OK, c'est telle chanteuse country, telle affaire. Ça a changé avec le temps. Mais telle chanteuse country, puis c'est intéressant, c'est le monde du country qui l'ont monté. Mais là, l'affaire, c'est qu'elle, tout jeune, son premier chum, je parle, parce que dans son monde de vedette, je te dis pas les chums qu'elle a eu quand elle était à la petite école, là. Mais je veux dire, son premier chum officiel, parce qu'elle est devenue une méga star assez instantané. Elle a eu Joe Jonas. Oui, Joe. C'est son premier chum. Oui. Donc, ils ont été 5-6 mois ensemble. Ensuite, elle a eu... là, elle était tout jeune, là. Je veux dire, elle avait peut-être 19 ans ou dans 18-19 ans. C'est son premier chum en étant
avec son statut de vedette internationale. Donc, après ça, elle a eu un autre chum, un no-name, là, ça a duré 3-4 mois, un gars pas trop connu. Après ça, elle a eu Taylor Lautner. Lautner, c'est un des acteurs principaux de la série Twilight, qui est une série qui a marché énormément. Oui. Donc, c'est l'acteur avec les cheveux un peu plus foncés, là. Donc, ils ont été une affaire comme 6 mois ensemble, ou grosso modo. Après ça, elle a sorti avec John Mayer. Oui, John Mayer a sorti avec tout le monde. Il est sorti avec toutes les filles, John Mayer. John Mayer a couché avec toutes les filles. Voilà. Mais ce qui était gênant, c'est que Mayer avait 31 ans, elle en avait 19. Oh. Borderline 20. Sick. 31, 19, 20, ils ont été un peu plus d'1 an ensemble, elle et Mayer. Ensuite, elle a eu un nouveau chum, Jake Gyllenhaal, je veux dire. Lui, c'est le gars de Brokeback Mountain. Donc ils ont été 1 an et demi ensemble, ou même un peu plus que ça. Ensuite, elle a sorti qu'un no-name, à peu près un autre 7-8 mois avec un gars un peu moins connu. Là, je ne sais pas dans quel domaine qu'il était. Je ne sais pas du tout. Mais c'était riche pareil. Oh, c'est sûr, c'est un gars qui a l'argent, c'est sûr, là. Mais c'était pas une star de la star télé. System, c'est ça. Exactement ça. Mais c'est peut-être un gars connu, justement, dans le business, ou je sais pas trop quoi. Après ça, elle a sorti avec, elle a laissé ce gars-là. On est rendu à 5-6, là. Oui, mais là, on n'est pas rendu à 20, là. On est rendu à 7, là. On est rendu à 7, à quel âge? 21, 22 ans? Ouais, elle approche, là. Elle doit avoir 21, 22. Elle a sorti avec Harry Styles. Oui. Le gars de One Direction. Oui. Donc, ça a duré 1 an et demi, 2 ans à peu près avec le chanteur de... je sais pas s'il est chanteur. Il est chanteur. Il a une très, très, très bonne carrière solo, d'ailleurs. Exactement. Après ça, là, ça faisait plus. Là, elle a sorti avec Calvin Harris. Oh, le DJ. Le DJ, Calvin. Ben oui, beau bonhomme. Lui aussi était avec beaucoup, là. Oui, c'est ça l'affaire. Lui, il a fait le tour aussi, là. Ouh! Donc, ils ont été, eux autres, un autre 1 an et demi, peut-être 2 ans maximum avec Harris. Après ça, elle a sorti avec Tom Hiddleston. C'est un acteur britannique, un gars là, c'est un gars de 40 très bien, ans. je me rappelle les photos. C'est un gars de 40 ans. C'est un gars qui est dans les films de super-héros, je pense. Oui. Donc, acteur britannique. Ils ont été à peu près 1 an ensemble, grosso modo. Elle l'a lâché, puis là, elle est rendue avec Joe Alwyn, donc un autre acteur britannique qui a son âge. Là, c'est un gars de 30-31 ans, mais le même âge qu'elle. Donc, c'est un gars qui fait des films, des séries télé, mais du côté de l'Angleterre. Donc, présentement, ils sont ensemble depuis, je pense, 2017 ou 2018, ou grosso modo. Donc, on a eu une dizaine, 11 depuis qu'elle est connue. Donc, d'aller affirmer dans une série Netflix que toi, t'as pas à parler parce que t'as eu autant de chums que Taylor Swift. Oui. Ben, c'est presque 1 par année, parce que si on regarde, mettons, sa carrière de vedette, mettons, on va la mettre, mettons, sur 12 ans à date, mettons, on la met sur 12 ans, ben elle a eu 11 chums. Ouais. Parce que la blague est pas mauvaise dans la série non plus. Je sais pas si c'est drôle, j'ai pas vu le bout, mais... Non, mais je veux dire... Elle est certainement pas fausse. Non, elle est pas fausse. Ça, c'est sûr. Taylor Swift. Un jour, on va trouver le bon. Oui, c'est sûr. Thank you, Jerry. Très apprécié. J'en avais une histoire vite de même, avait parlé, ce genre de patente que t'aimes. Il y a une grande boss de Nike qui s'est fait mettre dehors. Puis, je sais pas si vous êtes des amoureux de Nike et des produits qui sortent, qui sont des produits limités. Entre autres, les Jordan, pas tant de choses classiques, des affaires de même. Oui. Là, tu te dis, comment ça se fait que Nike sort quelque chose en édition limitée, puis pas longtemps après, quelques heures après, il y en a plus. Tu dis, voyons, ça se peut pas, là, c'est quasiment... Mais là, Nike a trouvé que dans ses grands patrons, il y a une fille, donc la fille travaille pour Nike, elle avait une carte de crédit du bureau avec probablement une marge illimitée. Et là, à un moment donné, ils ont vu sur le compte de dépenses un achat de 132 000 $. C'est son fils à elle qui avait c'est un revendeur de Nike de produits très rares. Donc, vous allez sur Amazon, vous allez sur eBay, vous fouillez pour avoir les Nike Jordan Air classiques, puis là, il n'y en a pas. Finalement, vous arrangez une place dans un... lui, il y en a. Sont 100 piastres de plus. Mais c'était le fils... C'est le fils d'une boss de Nike qui achetait elle a dit qu'elle ne savait pas, là, mais qui achetait en cachette le stock pour le revendre plus cher. Puis en même temps, tu crées le buzz, hein?
sais, tout le monde devient excité en disant « Hey, t'as-tu vu, ils ont mis ça en vente à 3 heures, ils n'avaient plus à 5 heures. » Et moi, j'ai vu ça dans les compagnies de disques au Québec. Hein. Avant qu'on ait le système qu'on a aujourd'hui, il n'y a plus de disques aujourd'hui, mais dans le temps, quand on est passé de les magasins de disques enregistrent les ventes directes des albums, puis qu'on a la compilation des ventes dans notre computer à chaque semaine, avant ça, c'était la bonne foi. Il y a quelqu'un qui appelait au magasin. « Oui, t'as-tu vendu l'album de Beau Dommage? » « Oui, j'en ai vendu 5 copies. » Personne qui fait 5 copies, appelait l'autre magasin. 4 copies, appelait chez Woolco. 7 copies. Et là, c'était de même. Mais il y a des gérants, entre autres, l'ex-gérant de Rock Voisine, puis des gérants très connus, André de Césaris, qui est décédé maintenant, que j'ai connu dans une autre vie, qui était un bon yard. Quand Tipolo Vincent, je pense que ça a été public, je pense que lui-même en a parlé, mais pour faire exploser les ventes et montrer qu'il y avait un buzz, s'il sortait, mettons, 50 000 disques, puis plaçait ça dans les magasins, avant de les placer, c'est eux-mêmes qui les achetaient. Donc, ils se ramassaient avec 50 000 albums de son artiste dans la maison chez eux, puis là, ils envoyaient un communiqué, puis là, les journalistes reprenaient tout ça. Un succès monstre pour le nouvel album de tel artiste. 50 000 copies vendues en une semaine, n'est pas vendu un crif. C'est le gérant. Ouais, c'est le gérant qui l'avait. C'est le gérant qui achetait les disques. C'était quand même assez flayé. Quand l'histoire de ce qu'on appelle, je pense que c'est SoundScan que ça s'appelait, quand cette affaire-là est arrivée, ça a tout scrappé. Ça a tout scrappé la méthode que les gérants utilisaient pour faire à croire qu'il y avait un buzz alentour de leur artiste. Mais juste une seconde. Tu iras voir Stocks, donc S-T-O-C-K-X, oui. S-T-O-C-K-X. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, comment ils se vendent des espadrilles rares d'Adidas, les Air Jordan, les Nike et d'autres brands, c'est l'espèce de place où ce que tout ce qui est espadrilles, les sneakers rares se vendent. Donc, tu vois des affaires à 3, 4, 500, oui. 500 pièces. Oui. Donc, il y a un marché pour ça énorme. Hey, on est rendu à parler avec Joe Hamel parce qu'on est dans le Mardi Gras puis on a beaucoup de choses à vous jaser d'ici les prochaines minutes. Joe, t'es salué, mon ami, comment tu vas? Très bien. Très bien, good. Hey, Joe, on commence. Plein d'affaires aujourd'hui. Il y en a, regarde. Commençons par la décision des masques les masques dans le visage des petits-enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans qui vont être obligés dans plusieurs régions du Québec, incluant la région de Québec. Qui vont être probablement encore en rouge malgré, même chose pour Chaudière-Appalaches et toutes les régions qui nous écoutent, qui devraient être soit en orange, soit en jaune, soit en vert, entre autres pour Chaudière-Appalaches. Malgré ça, on sera en rouge et on va probablement exiger aux jeunes de passer la journée avec un masque dans le visage. Tu sais, moi, je l'ai fait dans l'avion en revenant, puis c'est rare que je mets un masque aussi longtemps, c'est insupportable. C'est insupportable. Il y en a qui me disent « Ah, mais les enfants, ça va pareil. Les enfants, ils s'habituent beaucoup plus vite que les adultes. » Voyons, c'est de la bullshit, cette affaire-là. Et on a maintenant la lettre, Joe, du syndicat des profs. Donc, le grand syndicat des profs qui s'est adressé directement au ministre de l'Éducation en lui donnant qu'est-ce qu'il fallait faire pour enlever du stress aux professeurs. Et on a sacrifié le bien-être de nos enfants. On va leur mettre des masques dans le visage. Le gouvernement a eu peur, probablement, des syndicats, ou écoute beaucoup trop les syndicats. Mais on a la lettre, là. La lettre est maintenant publique, qui nous montre que c'est une pression syndicale qui pousse le gouvernement, et eux n'ont pas été capables de se tenir debout, de mettre les masques dans le visage de nos kids au primaire à partir de lundi prochain. De là, les gens qui réagissent, qui appellent à leurs députés, qui envoient des emails. Il y a des gens également qui veulent garder leurs kids à la maison. Ça dit beaucoup de choses sur la gestion Legault et le gouvernement en place, hein? Oui, puis comme on disait hier en conclusion, je pense que c'est l'imposition du masque là pour les tout-petits. Pour plusieurs, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Là. On parlera peut-être plus tard un peu du passeport de vaccination, mais on dirait que la combinaison de ces deux mesures-là... une qui est au stade exploratoire à ce point-ci, mais le masque là, pour les tout-petits, là, il y a beaucoup de parents là, pour qui c'est allé trop loin. Écoute, moi j'en ai pas d'enfants, mais écoute, la plupart disent ils ont souvent de la misère à garder une tuque sur la tête. Là. Fait qu'imagine un masque d'en face en classe en plus. Là. En ce qui concerne les syndicats, c'est pas surprenant. Écoute, on a vu ce combat-là aussi chez nos voisins du Sud, beaucoup de grands syndicats de professeurs qui ont
tenter de garder les écoles fermées le plus possible. Donc, on tente d'étirer le plus possible la crise, on tente de beurrer épais pour avoir certains avantages ou du moins essayer d'en faire un combat syndical d'une certaine manière. Donc, ça n'a plus rien à voir avec le virus. Là. C'est un levier qui est utilisé par les différentes organisations syndicales et particulièrement, évidemment, qu'au Québec, ça allait être encore plus évident. Puis on l'a vu encore une fois avec le gouvernement Legault qui recule devant cette pression. Sur la semaine de relâche, c'est les profs qui y tenaient. Les parents ne voulaient pas de semaine de relâche parce qu'ils se disaient, anyway, avec l'année qu'on a eue, il y a des enfants dans le trouble, on n'a pas de voyage à faire, on sait pas trop quoi faire avec les enfants. On a manqué déjà beaucoup de temps au travail avec toutes les histoires de quarantaine puis de gestion de COVID dans les écoles. Donc, la semaine de relâche, ça serait peut-être une bonne idée de la sauter. Et ça a été demandé aux directeurs d'école, ça a été demandé à certains boss de commissions scolaires. Et il y en a qui n'ont pas pu se retenir puis qui ont dit, écoutez, on aurait bien voulu le faire effectivement, mais les syndicats n'ont pas voulu. Donc, ils sont capables de nous rentrer dans des maisons et de nous faire rentrer avant 8 heures le soir. Ils sont capables de nous empêcher de voyager. Ils sont capables de nous empêcher d'aller manger dans un restaurant. Ils sont capables de nous empêcher de faire un feu dehors avec des amis alors qu'on est à 12 pieds de différence. Mais ils sont incapables de se tenir debout devant un syndicat qui leur dit, non, la semaine de relâche, nous, les profs, on veut le congé. Puis au retour, en passant, on commence à être écœuré d'avoir des jeunes qui reniflent. Vous allez lui mettre des masques d'en face et le gouvernement qui joue au tough puis qui joue à l'État policier depuis 1 an, quand il arrive devant les syndicats, ils n'ont aucun courage. Non, c'est épouvantable. Puis, écoute, je pense que c'est assez évident que c'est purement politique comme mesure. On tente de serrer la vis, de maintenir la pression. De nous maintenir dans la crise, je pense, le plus longtemps possible. Mais à ce point, comme je disais précédemment, pour plusieurs, c'est la goutte qui fait déborder le vase et on sent là que le gouvernement perd un petit peu d'appui avec ça. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire. Là. C'est pas encore évident dans les sondages. Mais le gouvernement est relativement mou, là, malgré l'illusion de force, comme tu l'as démontré. Regarde-les comment ils ont reculé sur l'idée là, du racisme systémique. Ils viennent de nommer un ministre responsable de la lutte contre le racisme. Tu sais, c'est un peu ridicule quand tu regardes qu'est-ce qu'il avait fait comme déclaration initiale là, dans ce dossier-là. Fait que devant ce genre de menaces-là, de la gauche woke et des syndicats, c'est un gouvernement qui est très, très mou. Là. Vraiment très mou. Donc, il y a au moins de la résistance. Les gens réagissent. Hier, on a parlé avec notre ami Benoît Giroir. Benoît, après, me dit, les gens appellent, les gens envoient des emails. Il y a des députés, il y a des ministres qui ont shaké un peu des genoux. Mais j'ai pas l'impression que en haut, donc les gens qui dirigent, les François Legault de ce monde vont changer d'idée puis qu'ils vont nous empêcher, en tout cas, vont empêcher les enfants d'avoir les masques dans le visage lundi. Hâte de voir combien de parents vont garder les enfants à la maison, mais il y a un mot d'ordre qui est lancé un peu partout. Et plusieurs parents nous écrivent pour nous dire que cette situation-là a aucun sens. Hey, je veux t'entendre sur un sujet qui est en train d'être oublié un peu. On essaie comme de le mettre de côté. J'en ai parlé hier. On a comme lancé un ballon. On a vu que ça a plus ou moins bien passé, mais je pense que on peut pas régler ça en 24 heures et penser que cette affaire-là disparaisse. Il y a quand même quelqu'un qui a souligné, c'est le ministre de la Santé, qui a dit qu'on pensait, un peu comme en Europe, faire un genre de passeport vaccination où on allait montrer avec un passeport digital, donc sur nos téléphones ou je sais pas trop comment, qu'on était vacciné. Et là, c'est une des rares fois où j'ai vu des gens à peu près de tout partout, de la gauche, de l'extrême gauche, de la droite, de centre-droite, fédéralistes, souverainistes, anti-COVID, pro-COVID ou pro-restriction COVID. Et là, tout le monde s'est comme levé en même temps, dit « Wow. C'est pas vrai qu'il y aura 2 catégories de citoyens, puis que là, il va y avoir les gens qui, pour des raisons X, n'ont pas besoin de vaccin ou encore ne le veulent pas tout simplement. Ces gens-là auront une vie, seront une catégorie de citoyens, et ceux qui auront pris le vaccin, eh bien, eux autres, ça va être comme une vie plus normale là-dessus. Le gouvernement a lancé ça très sérieusement et pas revenu du tout quand ils ont vu que les gens se sont soulevés. Mais moi, je pense que c'est un plan qu'ils ont encore quand même, là. Ouais, t'as raison, c'est un peu le même playbook un peu partout dans le monde. Hein. Tu vois, ils tentent d'imposer peut-être à peu près toutes les mêmes mesures, mais ça, il y a eu vraiment un gros backlash de la part des citoyens. Comme tu disais, autant à gauche qu'à droite. C'est quand même une atteinte assez profonde là, aux libertés individuelles. Souvent, on entend les gens se plaindre contre les géants du web qui prennent, par exemple, qui ramassent trop d'informations. Mais écoute, l'histoire du carnet de vaccination, c'est pas rien quand
Si c'était juste pour faire un certain inventaire du nombre de vaccins, etc., mais on comprend que c'est vraiment un passeport pour avoir accès ou ne pas avoir accès à certaines activités. Et puis ça crée, comme tu dis exactement, 2 classes de citoyens. L'autre problème, c'est qu'on commence à nous rentrer dans le fond de la gorge que malgré le vaccin, tu vas avoir encore à peu près toutes les autres restrictions. Fait que c'est quoi le upside d'avoir le vaccin qui, pour les gens en santé jusqu'à présent, quand on regarde là, de manière désintéressée les données, pour les gens qui sont en santé, c'est quoi l'intérêt? Là? C'est un peu comme si tu compares un petit peu avec les vaccins sur l'influenza. Oui, tu focuses sur les populations à risque, mais c'est un peu contradictoire, là, je te dirais, ce qu'ils veulent faire comme incitatif, comme ils veulent promouvoir le vaccin, mais de l'autre côté de la bouche, ils disent que au final, on va garder le masque, la distanciation reste et pas de rassemblement. Fait qu'à un moment donné, on se dit, ben là, ça sert à quoi de faire tout ça? Là? Puis en passant, une des mesures, à mon avis, les plus dommageables, c'est la distanciation, parce que c'est ça qui a tout réorganisé la société, qui a fermé la moitié des commerces. Quand tu vas quelque part, maintenant, c'est quasiment un labyrinthe. Puis quand tu lis un petit peu les recommandations, le port du masque, c'est quand t'es pas supposé être capable d'avoir de distanciation, mais les 2 mesures sont en quelque sorte complémentaires. Donc les 2 mesures sont maintenues à 100%. Donc on dirait qu'il y a plus de retour en arrière. C'est ce qu'on appelle dans le domaine des sciences politiques l'effet ratchet, c'est-à-dire que ça clique d'un côté puis ça revient jamais de l'autre. Quelque chose que les complotistes avaient un peu raison là. Dans le fond, ce qui est en train de se passer. Ironiquement, c'est des dérapages là qui étaient évoqués là, dans les différents scénarios. Et ça, c'est assez amusant quand tu regardes ça. Là. Quand regarde, tu me parles de ça, on regarde toute l'histoire du masque et toute la patente, tout ce qu'on nous avait raconté, de voir qu'on va le maintenir. Et moi, c'est un peu parce que je me fais attaquer des 2 côtés par les anti-vaccins. Et je me fais attaquer par les pro-vaccins. Et moi, je m'installe entre les deux. Et moi, je dis, entre autres, vous devez me motiver parce que moi, j'ai pas besoin de vaccin. Je ne suis pas dans le groupe d'âge, j'ai pas de problème de santé. Si vous voulez avoir... Et tu sais, même que j'aimerais mieux avoir un test de sérologie avant de savoir si j'ai besoin du vaccin. Peut-être que je me suis déjà immunisé naturellement. J'ai peut-être déjà eu le virus et j'ai eu aucune séquelle, pas de séquelle, mais j'ai eu aucun rien avec ce virus-là, aucune maladie, aucune fièvre, etc. Donc, je suis peut-être déjà protégé. Et deuxièmement, je ne sens pas le besoin, moi, d'avoir le vaccin parce que je ne suis pas à risque. Même chose pour mes enfants, quoique eux vont décider par eux-mêmes. Même chose pour ma femme. Mais si je parle de moi, j'ai besoin d'un peu de motivation. Moi, je veux pas avoir de passeport. Je veux pas qu'il y ait 2 catégories de citoyens, mais je veux qu'on soit capable de motiver. C'est-à-dire, si vous me dites que pendant un temps, puis je comprends que là, ça va prendre une preuve de vaccination, mais pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant que certains sont vaccinés, que d'autres, par choix, ils vont pas ou d'autres attendent leur tour, moi, j'ai comme l'impression qu'une fois qu'on est vacciné, 2 semaines après, une fois que les anticorps sont bâtis, on devrait avoir quelques privilèges. Non pas pour l'éternité, mais seulement pendant la période de vaccination pour que les gens, pour pousser les gens à y aller. Et c'est drôle parce que j'avais eu cette réflexion-là au cours de Noël. J'avais des amis qui ont été infectés par la COVID tout en même temps dans une chambre de hockey. Ils ont pigé dans le même sac de chips, ils se sont fait poigner un peu. Et les 11 sur 12, en principe, auraient pu se voir à Noël, faire un souper à la gang, prendre une bière. Mais encore là, il n'y avait pas moyen. Je demandais à quelqu'un de la santé publique, est-ce que les gens qui sont protégés, qui ont la COVID, pourquoi ces gens-là, pendant Noël, n'ont pas le droit de le voir s'ils sont dans une gang avec des gens qui sont déjà immunisés? Alors là, on aimait mieux faire du mur à mur. Je pense que c'est plus facile pour eux de faire du mur à mur. Mais comment ils vont faire pour motiver des gens comme moi qui vont prendre le vaccin seulement si ça me donne quelque chose? Si ça ne nous donne rien, puis que je peux pas voir des amis la fin de semaine, que je dois encore avoir le masque d'en face, que si je m'en vais en vacances, je reviens, j'ai 14 jours chez nous, je sais pas si j'ai vraiment besoin d'aller me faire vacciner. Donc, c'est à eux à me convaincre, là. Non, et ça pourrait être le bénéfice majeur, c'est d'éviter, l'espèce de confinement dans les camps de concentration du gouvernement fédéral, là, c'est, quand tu regardes ce qui se passe, c'est carrément ça. Et justement, ça, c'est un frein majeur, là, avoir à se soumettre à ces règles-là au retour du voyage, ça serait un incitatif majeur. D'ailleurs, certains pays demandent déjà là, des preuves de vaccination pour, par exemple, la fièvre jaune, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest notamment. Ça, c'est pas une nouveauté. Le problème, c'est de la manière que c'est
c'est pitché dans certains médias, comme quoi ça va être une app sur ton téléphone. T'as vu un peu le fiasco avec les apps de tracing qu'on a voulu déployer, là. C'est absolument, c'est de la sorcellerie, cette affaire-là. Ça marche absolument pas, là. On n'est pas capable imagine, ils sont pas capables de gérer la paye de leurs propres employés, puis ils pensent qu'ils vont pouvoir tracker. Ils sont pas capables de gérer les hôtels. Ils sont pas capables d'amener la bouffe à l'hôtel. Il y a des gens qui sont depuis 24 heures dans des hôtels, pas de bouffe. Non, pis ça, je pense que ça vaut la peine de refaire un point là-dessus. Les gens qui pensent qu'il y a un complot, là, le Great Reset, faut le rappeler, le gouvernement est pas assez compétent pour faire un complot. C'est des gens qui sont pas assez compétents pour coordonner quoi que ce soit. Donc, c'est impossible qu'il y ait un complot international là-dessus. Impossible. Ça, c'est important de le rappeler. Oui, mais n'empêche que tu l'as dit tantôt, il donne quand même, je dirais, de la bouffe aux complotistes. Hier, le tweet, ce que tu t'en vas. Le tweet du PM, puis je vais en parler également dans le One-Two Punch à l'envers. Puis je vais en parler aussi avec Éric Duhem. Je vais entendre tout le monde là-dessus. Hier, le PM a fait une réunion avec un député de la Beauce et il nous a dit qu'il était en train de bâtir la nouvelle société et la nouvelle économie après post-COVID. Oh God, un peu. Wow! Ben c'est pire que ça. Il disait carrément, on va bâtir la nouvelle société. Oui, nouvelle société. Qu'est-ce que c'est une nouvelle société? Si tu veux donner du gaz aux complotistes, là, ça c'est un meilleur exemple. Mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'il n'y a pas de détails. Qu'est-ce que ça peut être, la nouvelle société et la nouvelle économie? Bon, la nouvelle économie, je m'attends à ce que ce soit des affaires bien green, des trains, toutes des patentes de même. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est la nouvelle société? Mais quand tu regardes un peu le narratif des médias plus progressistes, tu regardes aussi un peu la campagne Biden aux États-Unis, tu regardes, c'est aussi calqué beaucoup sur ce que fait Angela Merkel. Le narratif officiel, c'est justement Build Back Better, le reconstruire mieux. C'est très lié à l'idée de se départir des énergies fossiles. Comme si c'était une espèce de nouveau départ. Là. Comme on vient de se séparer, là, c'est une nouvelle relation, puis on démarre une nouvelle vie. Premièrement, on n'a jamais voté pour ça. First, ça n'a jamais été un projet de vie pour quiconque, là, à part peut-être ces politiciens-là, puis les petits faiseux là, autour des politiciens et peut-être le World Economic Forum. Mais pour les gens, en général, c'est pas quelque chose qui, je pense, est désiré, cette espèce de nouvelle société-là. Tu peux regarder, Jeff, ce qui est très révélateur. Regarde, ça excite qui, ces choses-là? Les misanthropes, les anticapitalistes, les gens qui veulent une décroissance. C'est assez surprenant de voir des politiciens supposément populistes comme, justement, la CAQ tomber dans le panneau de cette espèce de narratif quasiment d'extrême gauche. Oui. Alors que, regarde, la CAQ, son public, c'est quoi? C'est les sans-comptés à l'extérieur de la ville de Montréal, de l'île de Montréal. Donc, en quoi ce méta-narratif de nouveau départ, nouvelle société, ça les sert? À mon avis, c'est complètement déconnecté là, comme spin. Est-ce qu'on veut s'en aller aussi vers tout le mouvement woke, là, où on fait plaisir à tous les marginaux de ce monde, de ceux qui arrivent avec des idées un peu bizarres? Et c'est de moins en moins la société du monde ordinaire, du monde qui ont toujours... le monde qu'on rencontre un peu partout quand on sort, ces gens-là semblent de plus en plus oubliés. C'est-tu un nouveau monde pour ces gens-là qui ont une vie à part? J'essaie de saisir parce que, tu sais, des phrases lancées de même, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai de la misère. C'est quand même un impact important de parler d'une nouvelle société et pas définir un peu vers quoi on s'en va. Moi, ça me fait freaker. Jamais, comme tu l'as dit, j'ai jamais demandé aux politiciens de me bâtir une nouvelle société. On vous a élus pour gérer nos impôts, avoir des routes qui ont du monde, avoir des hôpitaux qui se tiennent si jamais il y a des gens qui tombent malades en même temps, avoir des écoles pas pires avec des syndicats pas trop forts. On veut une vie, somme toute, assez normale comme ailleurs, mais j'ai jamais demandé à personne de me créer une nouvelle société. Moi, si j'ai des choses à changer dans ma vie, c'est pas le gouvernement qui va décider pour moi, je vais le faire moi-même. Mais quand tu as une phrase lourde comme celle-là et que tu la définis pas par après, l'interprétation que tu peux en faire, elle est immense, mais c'est surtout fréquent. Ça te dit un peu à quel point c'est mauvais autour de l'entourage du PM. Là, justement, ils mettent tellement d'emphase, d'accent, sur justement la menace des complotistes que comment il a pu
comment ça a pu passer, là, la rédaction de ce tweet-là. Là. Il aurait dû avoir une deuxième opinion en disant non, ça n'a pas de sens. Là, c'est carrément digne d'un complot, là, ce tweet-là, là, ça n'a pas de sens. Mais écoute, je te dirais qu'actuellement, c'est un peu l'idée de la société libérale, la société occidentale qui est remise en question. Et en général, les gens sont complètement déconnectés de ça. Là. C'est vraiment une petite élite qui prône ce genre de révolte contre... Et ironiquement, on est... oui, mais on est pris en otage, Joe. On est pris en otage. Hier, je donnais l'exemple du gars devenu fille qui est allé dans un genre de UFC régional puis qui a défoncé la tête de 2 femmes parce que c'est un homme à la base qui est beaucoup plus fort. Puis hier, quelqu'un m'écrit et me dit « Ma femme joue dans un calibre très élevé de volleyball. C'est vraiment très, très, très compétitif. Et là, il y a un gars qui s'est inscrit dans une des équipes, qui est un excellent joueur de volleyball. Il est maintenant inscrit avec un nom de fille, mais il prend même pas le temps de se maquiller. Il est carrément un gars. Et là, il est trop fort. Même si les filles sont vraiment bonnes, il est trop fort. Et là, personne ose parler, autant la Ligue que personne, même les équipes adverses qui viennent de se faire battre par ce gars-là qui a un service incroyable. Là, ils n'osent pas parler parce qu'ils ont peur d'être sur Facebook. Ils ont peur de se ramasser à TVA. C'est quand même assez flyé quand on y pense. Là. Non, c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle la tyrannie de la minorité. Puis je t'écoutais justement sur l'histoire du UFC hier, puis il y a un exemple qui est flagrant. Là. C'est particulièrement... Ça commence à être pas mal grave là, dans le cyclisme professionnel où il y a vraiment une bonne différence entre des sports où c'est plus évident que d'autres. Là, mais je te dirais qu'en cyclisme, la différence entre les hommes et les femmes en termes de performance, c'est assez évident. Je te donne un exemple. Un record qui est souvent qui est assez majeur, ce qu'on appelle le record de l'heure. C'est sur un vélodrome, t'es dans le tapis pendant 1 heure et c'est la plus longue distance que tu fais. Le record pour les hommes est de 55 km, donc 55 km/h. Wow. Le record pour les femmes, tu sais de combien? Je te dirais, regarde, je veux pas... mettons, je vais être correct, là. 45? Ouais, t'étais un petit peu trop, c'est 40, je pense 47 ou 48. Fait que tu sais, t'as une différence de 7 km de différence entre les deux. C'est énorme. La différence, c'est quoi 7 km? C'est Lac Beauport, Québec, là. Fait qu'imagine sur une course sur le plat, t'as quand même une différence majeure. Fait que c'est rare, t'as rarement des femmes qui traversent du côté des hommes. C'est plutôt toujours l'inverse. T'as des femmes. D'ailleurs, il y a une championne du monde qui est de sexe masculin, qui a frayé les manchettes là au courant de l'année passée. Les femmes ont aucune... Écoute, tu les regardes sur le podium, celle qui est en première place, celui qui est en première place, il a des jambons, gros comme le double, peut-être le tronc de la deuxième. Là, ça n'a aucun sens. Là. Mais les gens se retiennent. Au moins, il y a des colleges, il y a des endroits où on a décidé que c'était non, mais ils se font attaquer pas à peu près par justement cette classe-là, très marginale, mais qui a énormément d'espace et qui a le support des médias. Joe, merci. Oui, vas-y. Yes, go. Vas-y. Je disais pire que ça, c'est quand même les compagnies, les manufacturiers, les ligues, tout le monde supporte ça, la diversité, mais au final, c'est le sport féminin qu'on est en train de tuer. T'sais. Oui, c'est ça. En plus, on essaie de toujours protéger les femmes, de les mettre en avant-scène depuis des années et de voir même le silence des organisations de femmes, c'est quand même un peu spécial. Merci, Jo. On se reparle demain à la même heure pour faire le tour de tous les sujets du jour. Regarde, le fun de jaser. Je sais que les gens ont apprécié hier la première performance de notre chum Joe Hamel, qui est en remplacement de notre buddy Yann Sénéchal, qui, lui, est en genre de vacances avec sa famille pour la relâche. On fait une pause. Mardi Gras se poursuit, on n'a pas fini. On a Régent Tremblay, on va parler de Carey Price, entre autres. Oui. On a le 1-2 punch à l'envers avec notre chum Doom. On a Éric Duhem, beaucoup de stock à venir dans les prochaines minutes.